Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition du 9 juillet. Un centre de développement communautaire a été inauguré aujourd'hui à la FMP. Et juin 2024 est le troisième mois consécutif à établir un record de température moyenne plus élevé que les mois équivalents, selon les estimations de l'Observatoire européen Copernicus. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El État, a participé hier à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Montréal du 5 au 10 juillet 2024. Cet événement est organisé à l'invitation du Parlement du Canada sous l'égide du président de la Chambre des communes et de la présidente du Sénat. Cette session plénière a réuni près de 300 participants issus des 4 coins du monde francophone sous la présidence de Francis Drouin, député du Canada et président de l'APF depuis 2022. Le débat général de cette session a porté sur l'intelligence artificielle. Cette thématique cruciale dans le contexte actuel permet aux parlementaires d'échanger leurs points de vue et d'élaborer un plan d'action concret visant à optimiser l'utilisation de l'IA dans le milieu parlementaire. Au cours de cette session, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed El État, a rencontré le président de la Chambre des communes du Canada. Il a également eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. La participation du président de l'Assemblée nationale et sa délégation à cet événement témoigne de l'engagement de Djibouti à s'impliquer activement dans les débats internationaux sur des questions essentielles comme l'intelligence artificielle. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a reçu hier la visite de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir les relations entre l'Union européenne et Djibouti, tant sur le plan diplomatique, économique et sécuritaire. Le ministre a mis en exergue l'importance du rôle joué par l'Union européenne dans la mission de lutte contre la piraterie maritime et la mission de l'Union européenne en mer Rouge visant à protéger les navires marchands contre les attaques du groupe rebelle yéménite Houthi. Il a par ailleurs souhaité la disponibilité à son hôte et lui a réitéré son soutien indéfectible. De son côté, le haut fonctionnaire européen a remercié le ministre pour son accueil. Il a mis l'accent sur l'excellente coopération bilatérale qui existe entre l'Union européenne et Djibouti. L'entretien entre les deux hommes s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Belgique et de l'Union européenne, Aden Mohamed El État, et le directeur de la communication à l'ambassade, Moussa Mohamed Omar. Également dans l'actualité, sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momen Assoué, un centre de développement communautaire au camp d'un corps d'armée, la FMP, a été inauguré aujourd'hui. Cette inauguration, couronnée par des manifestations culturelles, est inédite dans l'histoire des créations des CDC, car pour la première fois, un CDC est inauguré dans un camp de corps d'armée. Un élan qui marque le saut d'une authentique volonté d'accroître la propension de ces plateformes phares en termes d'intégration et d'épanouissement des jeunes à travers tout le pays. Une initiative qui, sans nul doute, répond à la stratégie de politique de développement et d'insertion sociale, économique et culturelle de proximité prônée par le gouvernement, conformément à la feuille de route du président de la République attachée à la promotion d'un développement sociétal durable et harmonieux pour une nation souveraine, unie et solidaire. Outre la ministre de la Jeunesse, l'événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, le ministre de l'Emploi, Omar Abdi Saïd, le général Zakari Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des corps d'armée, des parlementaires, le directeur général de la police nationale, le président de la commune de Bel'as, des élus locaux, plusieurs officiers supérieurs de la police et autres distingués invités. Après une visite guidée des locaux, les représentants leaders de la communauté ont exprimé leur enthousiasme à l'inauguration de ce centre de développement. C'est une première, ont-ils indiqué, depuis que la police nationale existe et les directeurs successifs à la tête de ce corps d'armée.
Eh bien, c'est grâce à la volonté du colonel, directeur donc, de la police nationale, et l'entière disponibilité de la ministre de la Culture et de la Jeunesse que s'est concrétisé les vœux de notre communauté, a précisé la représentante. Le président de la commune de Blaas a exhorté les communautés de prendre soin de ce joyau et d'en faire un lieu d'intégration et de lutte contre la délinquance juvénile. Dans son intervention, l'hôte des lieux, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, s'est félicité de l'inauguration de ce centre de développement. Eh bien, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn s'est félicité de l'inauguration de ce centre de développement en hommage du sergent-chef Ali Megag Boré. Le colonel a indiqué que tout l'honneur revient à la ministre, grâce à qui ce centre voit le jour, ajoutant qu'en plus du CDC, la ministre de la Jeunesse et de la Culture avait déjà auparavant aménagé 2 aires de jeu où les jeunes des policiers jouent le soir le football et le basketball. Et enfin, le colonel a appelé à la population de préserver de tout dommage de cette plateforme et d'en faire un lieu de rencontre et d'apprentissage. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est dite honorée que le centre de développement communautaire, bien équipé et doté de matériel ludique, didactique, informatique, dernier cri, pour les jeunes de la police, soit enfin inauguré. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture n'a fait que son devoir, répondant aux demandes du directeur général de la police nationale qui a voulu offrir, au même titre que les jeunes des quartiers populaires, un CDC aux enfants de la police, une plateforme qui puisse contribuer à prémunir les jeunes des sirènes de la délinquance et de leur offrir l'espace favorable à leur épanouissement, leur insertion socio-économique et culturelle, et ce, conformément, a-t-elle dit, aux vœux du chef de l'État, toujours attaché à faire de la jeunesse le fer de lance, la pierre angulaire d'un développement durable, sociétal, harmonieux. Et enfin, la ministre a vivement invité les jeunes de ce quartier de faire de ce CDC une plateforme vivante qui puisse faire atteindre en faveur des jeunes les objectifs porteurs pour lesquels elle a été créée, remerciant au passage les ministres et les officiels qui ont honoré de leur présence cette inauguration. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu ce matin dans ses bureaux une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement conduite par sa représentante résidente, Emma Ngouane Anou. On prépare à cette réunion le secrétaire général du ministère, le directeur de l'environnement par intérim, le directeur de la communication. Cette mission exploratoire du PNUD, dirigée par l'économiste en chef pour la région des pays arabes et composée de différents experts de cette institution, a pour objectif d'initier des consultations avec les acteurs nationaux clés à Djibouti sur le cadre national de financement intégré, notamment au financement des actions liées au climat à travers une approche intégrée et axée sur le financement privé. Je vous emmène au Japon à présent où le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Yoon Sali-Geji, à la tête d'une forte délégation, a entamé hier une visite de travail de plusieurs jours au Japon. Au premier jour de sa visite de travail, le ministre s'est entretenu avec le vice-président principal pour la région Afrique de l'agence japonaise de la coopération internationale, entouré de ses plus proches collaborateurs. En effet, cette rencontre, qui marque une étape importante dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et le Japon, portait principalement sur l'état des lieux de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'exploration de la ressource géothermique sur le site de Fialé au lac Assal, ainsi que sur les perspectives d'avenir relatives au développement de cette énergie renouvelable dans notre pays. Et il y a lieu de souligner qu'avant cette rencontre avec le haut responsable de la GECA, le ministre et la délégation l'accompagnant avaient eu une réunion de travail productive avec le directeur général du département des infrastructures de la GECA.
Nous partons pour la France cette fois, où le ministre délégué chargé de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, est en mission de travail à Paris du 8 au 11 juillet. Il est accompagné pour cette occasion par le directeur de la décentralisation et le sous-directeur des finances et des ressources humaines. Cette mission s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires du programme ADIL 2, dont le démarrage est prévu pour le début de l'année 2025. Le programme ADIL 2, qui sera financé par l'AFD, sera une continuité du programme ADIL 1, qui a déjà réalisé plus de 75 projets d'infrastructure dans les régions. Hier, le ministre s'est entretenu dans un premier temps avec les responsables du cabinet Expertise France et ceux de l'AFD de Paris, avec lesquels il a eu des échanges fructueux. Et par la suite, le ministre s'est réuni avec la direction du siège parisien de l'AFD. Avec l'AFD, donc, les discussions étaient principalement centrées sur les modalités du programme ADIL 2. Le ministre a souhaité pour ce deuxième programme que le ministère puisse jouer pleinement son rôle de pilotage et de plateforme. Plateforme, il a rappelé, le ministre n'a pas souhaité, n'a pas manqué de souhaiter, de se reproduire lors de la mise en œuvre du programme ADIL 2. Le Djibouti Palace Kepenski a abrité ce matin un atelier national sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Eh bien, cet atelier se déroulera du 9 au 11 juillet et réunira des personnalités influentes du secteur économique et commercial. Eh bien, parmi les participants figure le secrétaire général du ministère du Commerce par intérim, Hiba Ahmed Hiba, la représentante de l'OMS et coordinatrice résidente des Nations Unies, ainsi que des représentants de la Commission économique pour l'Afrique et du secrétariat de la ZLECAf. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des secteurs publics et privés de Djibouti en leur fournissant les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre efficacement à la ZLECAf. L'atelier vise à améliorer la compréhension des règles et des procédures de l'accord, à renforcer les capacités des membres des comités nationaux et à aider les entreprises à aligner leur processus avec les exigences de la ZLECAf. Un autre objectif fondamental de cet atelier est de sensibiliser les parties prenantes aux opportunités, aux avantages et aux défis de la ZLECAf. Les discussions et les échanges qui auront lieu au cours de ces 3 jours joueront un rôle clé dans la préparation du pays à cette intégration régionale prometteuse. Nécessaire pour mettre en œuvre efficacement la ZLECAf. Nous devons améliorer notre compréhension des règles et des procédures de l'accord, renforcer les capacités des membres et des comités nationaux et aider les entreprises à aligner leur processus avec les exigences de la ZLECAf. Et cet atelier fournira des informations clés sur des règles d'origine, le portail tarifaire en ligne, la plateforme de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires et d'autres instruments opérationnels de la ZLECAf. Et prenant la parole, le secrétaire général du ministère du Commerce par intérim, M. Hiba Ahmed Hiba, a souligné que cet atelier représente une opportunité cruciale pour notre pays de mieux comprendre et d'intégrer les dispositions de la ZLECAf. Écoutons un extrait de son discours. Pour ce qui est de la ZLECAf, la République de Djibouti a signé les accords de la ZLECAf en 2018, en février 2018, et l'a ratifié en avril 2019, soit un peu plus d'1 an. Mais si vous regardez ces délais-là, sur l'ensemble des 51 États africains, nous avons battu tous les records. Nous avons été un des premiers pays à ratifier par le Parlement, par notre Parlement, les accords de la ZLECAf. Ceci prouve la détermination de la République de Djibouti à travailler dans ces grands villages en toute liberté qu'est le village africain. Vous savez, historiquement, les frontières qu'il y a entre les pays africains sont issues du colonialisme. Par le passé, et Djibouti n'est pas exempte de cette histoire, par le passé, nous avons tous été nomades et donc nous avons tous circulé dans tous les sens de l'Afrique et par conséquent, des frontières n'existaient pas. Et aujourd'hui, et à l'issue de cette histoire aussi qu'on ne peut pas nier, ces frontières existent, mais à nous de les enlever et à nous de travailler ensemble pour un meilleur avenir. Et nos équipes sur place ont recueilli quelques réactions à l'issue de cet atelier. En voici une.
Pour expliquer les participants du secteur privé et membres du gouvernement aussi la question de les éclaves, la zone de libre commerce continental, c'est un accord historique qui a été signé à Kigali dans l'année 2018 et maintenant on commence à faire la mise en œuvre de cet accord historique. Les éclaves vont vraiment donner beaucoup d'opportunités aux pays africains pour faire plus de commerce avec eux-mêmes. On voit que dans le marché international, au moment où il y a beaucoup de problèmes, le commerce international a un taux de croissance beaucoup moins élevé que dans le passé. Et vraiment, c'est un bon moment pour tout le continent de profiter plus des opportunités des affaires dans d'autres pays africains. Autre information, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, était aux premières loges donc hier pour accueillir la première vague des militaires de l'armée djiboutienne qui sont rentrés définitivement de leur mission en Somalie sous la bannière de l'ATMIS. Ce retour de mission intervient dans le cadre de la résolution 2670 des Nations Unies qui veut la réduction des effectifs des pays contributeurs de troupes de la mission ATMIS. Dans ce contexte, l'armée djiboutienne retire 124 de ses personnels de la mission dans une troisième phase. Le retrait complet des forces de l'ATMIS et donc la fin de cette opération de rétablissement de la paix en Somalie pour tous les pays contributeurs de troupes est prévu donc pour fin 2024. C'est avec les honneurs et un cérémonial militaire élogieux que cette première vague regagne le pays après 1 an et demi d'absence. Moqtahay askariyo inaad tahay talki gobanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen. Et à leur arrivée, les ateliers de contrôle médical et administratif étaient déjà en place pour la réception de cette troisième vague. Ces ateliers resteront disponibles au hangar sud de l'armée de l'air jusqu'à l'arrivée de la dernière vague prévue pour aujourd'hui. adiga hadantaanay Et cette dernière vague donc est arrivée aujourd'hui. À Arta, à présent, une session de formation sur les règles et procédures de gestion des subventions de l'Union européenne s'est tenue avec la participation de divers acteurs clés. Cet événement a vu la présence du président de COPI, les présidents du conseil régional d'Ali Sabié, Chemaki Hassan, le président du conseil régional d'Arta, El Mebouh, l'assistant technique international de l'AIMF, Flavien Sassé, les membres donc de l'équipe de la gestion du projet AIMF ANCLD, les cadres des organisations de la société civile subventionnées, les agents territoriaux des régions d'Ali Sabié, Arta, des communes de Belhaus et de Belbala. Ce programme vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile et des agents territoriaux afin de mieux gérer les subventions accordées par l'Union européenne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour améliorer la gestion des fonds et garantir une utilisation transparente et efficace des subventions. Et au cas des organisations de la société civile et agents territoriaux, je suis ravi d'être parmi vous et pouvoir contribuer à cette initiative essentielle pour le renforcement de vos capacités. Le dispositif d'accompagnement des organisations de la société civile djiboutienne, porté par l'AIMF, Association internationale des meufs francophones, et financé par l'Union européenne, est particulier dans le sens où il est lié au renforcement des autorités locales. Il s'agit en effet, à travers cet accompagnement, de renforcer les logiques de mise en synergie, donner les moyens et la capacité aux OSC de prendre part aux réflexions et à la conception des plans de développement locaux mis en œuvre par chaque région et commune. Le projet intitulé « Formation des cadres de société civile et agents territoriaux sur les règles de procédure
et gestion des subventions. Objectif de la formation et le cycle de subventions. Je pense que durant votre séjour à Arsa, lundi, mardi, mercredi, vous serez heureux avec ces éléments. Écoutons à présent le mot du président du comité de pilotage du projet, par ailleurs président du conseil régional d'Ali Sabié et secrétaire général de la NCLD, Chalmaki Hassan Alale, pour plus de précisions. La formation des cadres des organisations de la société civile subventionnées et des agents territoriaux s'inscrit dans le cadre des projets de participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, AIMF. L'objectif général du projet est de renforcer la contribution des organisations de société civile djiboutiennes à la gouvernance et au développement local. À ce titre, je rappelle l'appel à proposition de décembre 2022 visant le renforcement de la participation des organisations de la société civile aux politiques et aux programmes publics locaux a abouti à la sélection de 9 associations de base pour la réalisation des projets de développement en cohérence avec le plan de développement régionaux pour favoriser l'accès aux services essentiels et sociaux, aux infrastructures d'utilité publique et à l'emploi productif des populations locales. C'est dans ce contexte que s'inscrit le plan de renforcement des capacités qui vise la formation à la fois des cadres des organisations de société civile subventionnées et les agents territoriaux. Il est conçu et mis en œuvre en synergie, en complémentarité avec le programme d'appui à la société civile, PASOK, également financé par l'Union européenne. Nous restons toujours au sud du pays où la région d'Ali Sabié est devenue le sanctuaire privilégié de ceux qui recherchent une échappée loin de l'agitation quotidienne. Située entre montagnes majestueuses et vallées verdoyantes, cette région est devenue le refuge favori de ceux qui cherchent à se ressourcer loin de l'agitation urbaine. Dès leur arrivée dans la région, les vacanciers sont immédiatement enveloppés par la beauté naturelle de la région, le spectacle des paysages immaculés où la nature demeure souveraine est à couper le souffle, un décor parfait pour des randonnées apaisantes et des moments de méditation en plein air. Pour les vacanciers, Ali Sabié est un véritable Éden. Les sentiers de randonnée offrent des vues imprenables à chaque tournant, invitant les marcheurs à s'immerger pleinement dans la splendeur environnante. Chaque pas est une nouvelle découverte, chaque regard une nouvelle merveille, mais la véritable richesse d'Ali Sabié réside sans doute dans ses habitants. La population locale, connue pour sa chaleur et son accueil, transforme chaque visite en une expérience mémorable. Ali Sabié n'est pas seulement une destination de vacances, c'est une invitation à renouer avec la nature et avec soi-même. Les vacanciers repartent avec des souvenirs impérissables et un sentiment de paix intérieure renouvelé. La région d'Ali Sabié, en plus d'être un havre de paix pour les vacanciers en quête de sérénité, représente une véritable aubaine pour le commerce local. Les visiteurs attirés par la beauté naturelle et l'hospitalité des habitants contribuent significativement à l'économie de la région. Les commerces locaux, des petits marchés aux restaurants traditionnels, bénéficient de l'afflux de touristes, créant ainsi de nouvelles opportunités d'affaires et renforçant la vitalité économique de la ville. Cette dynamique permet non seulement de diversifier les revenus des habitants, mais aussi de promouvoir les produits locaux et les savoir-faire artisanaux, assurant une croissance durable et harmonieuse pour la communauté. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Le village de Ardo a vibré au rythme des activités sportives estivales hier, lors d'une journée d'ouverture riche en couleurs et en émotions. Les jeunes et les moins jeunes ont défilé pour célébrer cet événement, marquant le début d'une compétition qui promet de nombreux spectacles.
La journée a débuté par un match de football palpitant opposant les deux meilleures équipes du village. Les joueurs ont offert un spectacle mémorable devant les spectateurs venus en nombre. Le coup d'envoi de cette rencontre a lancé les festivités sur les chapeaux de roue. La scène a ensuite été prise d'assaut par les joueurs de volley-ball. Devant une foule compacte, les équipes ont livré un match riche en rebondissements au plus grand bonheur des passionnés de ce sport. Chaque échange, chaque point marqué a suscité des acclamations honorées de la part du public. Les activités se sont poursuivies avec les épreuves d'athlétisme. Les sprinteurs et les plus rapides du village ont démontré leur talent et fait parler la poudre avant que la cérémonie ne se clôture par des jeux traditionnels, ajoutant une touche de tradition à la journée. Le lancement de ces activités a été un franc succès à tous les niveaux. Cet événement sportif a non seulement offert une plateforme aux talents locaux pour se faire remarquer, mais a également créé un moment de convivialité et de fête pour tout le village. Les catégories sont présentes aujourd'hui. Et puis, nous tenons à remercier tout d'abord le ministre qui a organisé ces événements. Et puis les sports. Il y a plusieurs objectifs pour les sports. Tout d'abord, c'est pour lutter contre la drogue. C'est pour aussi détecter les talents. Il y a plusieurs objectifs. Pourquoi on organise ces activités? C'est pour lutter contre tout ça. Et puis, c'est une fierté. Aujourd'hui, tous les élèves sont très heureux de voir ces activités. Il y a plusieurs activités, à savoir le football, le volleyball, et puis il y a vitesse. Il y a plusieurs activités qui sont organisées. Je vous le disais en titre, juin 2024 est le 13e mois consécutif à établir un record de température moyenne plus élevée que les mois équivalents, selon les estimations de l'Observatoire européen Copernicus. Il s'agit du mois de juin le plus chaud jamais mesuré, effaçant le record déjà battu en 2023. En outre, c'est le 12e mois à dépasser le 1,5 degrés Celsius, le seuil fixé lors de la COP 2015 et signé par la quasi-totalité des États. Les températures du mois de juin ont atteint des niveaux records dans le monde à cause du rejet de gaz à effet de serre dans l'humanité. Et c'est sur ce point que se referme cette édition de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.